Marianne, qui était à l'université puis qui avait des grandes ambitions, qui voulait faire des projets immobiliers, qui voulait faire de la gestion, qui a de la drive, elle trouvait que c'était trop long. Attendre toutes ces années-là pour faire ce que je voulais faire, ça n'avait pas de sens pour moi. Prendre les expériences, les aptitudes que j'ai, puis je voulais les garder pour moi. Je suis en train de me donner corps et âme, oui, mais exactement. là... Donner cette compétence-là à quelqu'un d'autre, mais j'avais l'ambition ou le désir protectionniste là, de vouloir garder ça pour moi. J'adore le Québec, puis j'élève mes enfants ici, mais il y a deux choses que je trouve qui est très faible ici. Très peur du risque et de l'échec. Oui. Une immense peur de risque et d'échec. Oui. On l'évite à tout prix. Il y a beaucoup de choses que tu peux apprendre de tes expériences puis de tes formations de d'autres domaines qui peuvent servir. Je vais avoir atteint mes objectifs, mais on dirait que je voyais que c'était une fin en soi. Ouais. Après ces objectifs-là, j'avais de la misère à voir l'autre bord. Puis là, je me disais... Bonjour et bienvenue à cet épisode de Retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX. Je m'appelle Nicolas Ray, je suis président du collège. Et maintenant, depuis 2016, on est là pour vous aider dans votre carrière d'investisseur immobilier, que ce soit pour vous outiller, vous informer ou vous éduquer. On est là, que ce soit en gestion immobilière, en ingénierie financière, peu importe, on est là pour vous aider. Aujourd'hui, on reçoit Marianne Lucier. Marianne, elle est investisseur immobilier. Elle a fait une formation universitaire en architecture, puis un MBA également en gestion d'entreprise. Et on va avoir une discussion vraiment intéressante sur mieux définir ses objectifs et son why, puis la place de la créativité, du courage, puis d'être capable justement de think outside of the box dans comment on approche notre carrière d'investisseur puis notre carrière d'entrepreneur. Donc, je vous invite à visionner l'épisode attentivement. On se revoit de l'autre côté. Salut Marianne! Salut Nicolas! Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ben oui. Fait que là, tu suis le chemin de ton chum, Jérôme, qui a fait le dernier épisode. Fait que je sais déjà tout sur, Absolument. pour toi. Là, fait que, On va essayer de vous donner quelques nouvelles informations. Donc, comme je disais dans le dernier épisode, vous sortez de la première retraite de la meute multilogement, justement. Oui. Puis toi, tu étais investisseur, Oui. gestionnaire également, puis tu es aussi chef de parcours au certificat en gestion locative au Collège MREX. Oui, j'ai la grande chance d'être chef de parcours. Yes. Merci de ta confiance. Ben, ça me fait plaisir, puis je sais que tu fais un travail extraordinaire. Merci. Qu'est-ce qui t'a amené à l'immobilier? Ça part de loin. Loin? Ça part de très loin. J'ai toujours eu une passion pour le bâtiment. OK. Moi, quand j'étais petite, je faisais des plans. Mes parents pourraient en parler pendant des heures. Je faisais des plans, je dessinais. C'était pas des fleurs, là, puis des... Non, c'est des plans de maison. J'ai toujours eu un œil très analytique. Je me rappelle de plans d'immeubles quand je suis allée. J'avais 5 ans, puis je pourrais encore te dessiner le plan de certains immeubles. J'ai toujours adoré les bâtiments. J'ai eu un père qui était entrepreneur, qui a eu son ébénisterie à Sherbrooke pendant de nombreuses années. Ah ouais, j'adorais ça, aller dans son ébénisterie. Il y avait beaucoup d'employés. Il avait à peu près 20 à 25 employés dans sa shop. Puis, fait que là, j'ai côtoyé le milieu du bâtiment, le milieu entrepreneurial. La conception. Exactement. J'ai appris beaucoup là-dedans. Puis, j'avais un rêve quand j'étais jeune, c'était de devenir architecte. Ah. Fait que, un peu comme mon conjoint Jérôme, j'ai voulu aller au bout de ce rêve-là. Fait que j'ai fait mon baccalauréat en architecture à l'Université Laval. J'ai adoré ça pour me rendre compte, par contre, que avant de pouvoir faire de la gestion en architecture, c'est vraiment long. Ouais. Tu as un baccalauréat de 3 ans, une maîtrise de 2 ans, 2 ans de stage. Après ça, tu as la grande chance de pouvoir passer ton saut d'architecte et de devenir architecte junior. Pendant combien de temps? Junior, écoute, je veux pas dire de bêtises, là, mais c'est plusieurs années à rester junior. Après ça, tu deviens intermédiaire, puis tu finis par être senior. Puis dans la majorité des firmes en architecture, ceux qui font de la gestion de projet, c'est des architectes seniors. Ah ouais. J'en avais pour 15 ans en avant de moi avant de pouvoir gérer des projets. Fait que la Marianne, qui était à l'université puis qui avait des grandes ambitions, qui voulait faire des projets immobiliers, qui voulait faire de la gestion, qui a de la drive,
Elle trouvait que c'était trop long. Ouais, elle disait 35. Et Faire ça voilà, pas à l'âge de 35 ans, bof. Ah, écoute, c'était beaucoup trop long. Puis pas que je veux tout de suite et maintenant, mais attendre toutes ces années-là pour faire ce que je voulais faire, ça n'avait pas de sens pour moi. OK. J'ai quand même fini mon baccalauréat en architecture. Ouais. Puis je suis allée faire un MBA en gestion des entreprises, qui est en fait à peu près, là, à un cours près, la même chose qu'un MBA en gestion immobilière, OK. donc à l'Université Laval. OK, c'est à Laval, ça. Exactement. Fait que j'ai appris beaucoup. J'ai eu la chance d'avoir un gros background en administration à travers ce MBA-là. Ouais. On apprend beaucoup de choses dans un MBA. Ça passe très vite, mais on apprend autant en marketing, en comptabilité, en gestion, en ressources humaines. C'est très large. Ouais, très pratico-pratique aussi. Exactement. Puis je me suis dit, bien, un jour, je veux partir mon entreprise. J'avais déjà, à ce moment-là, l'idée d'avoir une gestion immobilière, OK. d'investir en immobilier. Donc, ça faisait du sens pour moi de faire ce parcours académique-là pour me rendre où je voulais me rendre à l'époque. Ouais. Puis ensuite de ça, ben, j'ai eu plusieurs années où j'ai fait de la gestion de projet en construction. OK. J'ai travaillé dans le milieu privé, dans le milieu public. J'ai beaucoup de belles expériences. Donc là, tu as pu vivre ce que tu avais envie de vivre. Exactement. Puis c'était un bon compromis entre l'architecture puis la gestion. Donc, la gestion de projet, c'est un beau milieu. C'est un milieu qui est très, très demandant au niveau du temps. Donc, c'est très stressant. Il y a beaucoup de gens à gérer. Il y a des fournisseurs à gérer. Puis, à un moment donné, je ne voyais plus nécessairement le bout de ce domaine-là. OK. Je voulais prendre les expériences, les aptitudes que j'ai, puis je voulais un peu les garder pour moi. Ouais. Fait que j'avais l'ambition de me partir en affaires. Il y avait un sentiment de... Je suis en train de me donner corps et âme, Oui, mais exactement. là, je suis comme topé dans ce que je C'est peux ça. retirer de Je ça. suis en train de donner cette compétence-là à quelqu'un d'autre, bien que j'ai toujours travaillé pour des gens extraordinaires. Ouais. Mais j'avais l'ambition ou le désir un peu protectionniste là, de vouloir garder ça pour moi. Là. Ah ouais. Puis c'est très... En immobilier, on est quand même très proche de l'entrepreneuriat. Je pense que beaucoup d'investisseurs immobiliers sont entrepreneurs. Je sais que des fois, ça peut paraître... on dirait qu'on pousse le monde à devenir entrepreneur, mais je pense pour certains... Pour certains, c'est naturel. C'est naturel, puis si c'est un calling, puis tu sens que c'est ça que tu as besoin ou tu veux, oui, il faut que tu y ailles. Puis, mais en même temps, je pense pas que tout le monde non plus est fait pour ça. Il y a des gens qui sont pas faits pour être entrepreneurs, qui sont très heureux. Puis je pense que dans les deux modèles fonctionnent très, très bien. Je pense que l'important, c'est de t'écouter. C'est ce que tu as réussi à faire. C'est ça. Ça, c'est une de mes grandes fiertés. Puis là, je ramène à mon conjoint Jérôme, qui, un de ses plus grands apprentissages, c'est de pousser ses projets jusqu'au bout. Bien, je pense qu'on se rejoint beaucoup à ce niveau-là. On a des grandes ambitions, puis on pousse nos projets jusqu'au bout. Ça fait en sorte que c'est très cohérent aussi. Puis on n'a pas de deuxième pensée à savoir est-ce qu'on a passé à côté de quelque chose. En fait, non, parce qu'on l'a testé. Puis finalement, ben, ça se peut que ce chemin-là, initialement, qu'on a tracé, c'était pas le bon chemin pour se rendre à destination. Mais on a une très grande capacité à se revirer sur un dixaine. On l'a exploré. Puis oui. Je trouve qu'on est... au Québec, il y a deux choses. Là, je généralise, bien sûr, puis c'est pas du Québec bashing du tout. Là. J'adore le Québec, puis j'élève mes enfants ici, mais il y a deux choses que je trouve qui est très faible ici, c'est qu'on est très peur du risque et de l'échec. Oui. Ben oui, vraiment, là, on a une immense peur de risque et d'échec. On l'évite à tout prix. Je pense qu'on perd beaucoup à éviter de manière aussi agressive l'échec. Vraiment. On le voit dans les cultures comme la culture de Silicon Valley, que c'est le contraire total. Là, c'est comme... ils foncent vers l'échec, puis c'est là que les innovations sortent. Pratique-toi à échouer, puis là, tu vas devenir... Exact. Puis l'autre côté, c'est le côté exploration. Le côté, puis je pense que ça va ensemble, de ne pas avoir peur d'explorer. Puis de dire, écoute, ça se peut que ça ne fonctionne pas, ou ça se peut qu'on se revire de bord, ou ça se peut qu'on dise, finalement, on est allé explorer vers là-bas,
moi, on n'aime pas tant que ça. On va aller explorer à un autre endroit. Il faut être assez humble aussi pour, du moment qu'on a exploré, puis de se dire, ben c'est peut-être pas un chemin qui nous intéresse finalement, de se retourner puis de faire autre chose. Il faut avoir un côté humble puis faire une introspection aussi, parce qu'on va décevoir des gens. Il y a des gens dans notre entourage qui vont pas nécessairement comprendre pourquoi on a pris tel ou tel chemin. Fait que c'est de prendre le temps d'expliquer aussi aux gens autour, puis d'essayer de s'enlever cette pression-là de devoir toujours avoir un chemin unique. Je pense qu'au Québec, on est très fort là-dessus. Là. Une carrière unique. Tu vas à l'université, tu sors de l'université, tu fais la même carrière jusqu'à ta retraite. Je pense que ça change de plus en plus, mais le fait d'aller explorer plusieurs carrières, plusieurs angles, de plus en plus, on le voit, mais il faut l'expliquer à notre entourage aussi. Oui. Je pense aussi qu'il y a peut-être un manque de... Il y a un manque de sentiment d'abondance dans la psychologie québécoise. Ouais. Puis un manque de compréhension aussi du côté transversal de nos apprentissages. Parce que je pense qu'on a souvent l'impression que mais là, j'ai tellement investi pour être dans ce domaine-là. Tu sais, exemple, tu as investi pour être pour devenir architecte, ou tu as investi pour devenir un plombier, puis là, tu fais comme... mais ces connaissances, je vais-tu laisser ça, je vais-tu laisser ça de côté, ou ma seniorité de côté? Ouais. Fait que là, je pense qu'il y a peut-être un manque d'abondance, de ne pas comprendre que oui, mais il y a peut-être des meilleures choses qui t'attendent ailleurs, malgré que oui, tu es plus avancé là. Puis l'autre chose, c'est que dans le côté transversal, comme tu viens de dire, tu sais, il y a beaucoup de choses que tu peux apprendre de tes expériences, puis de tes formations, de d'autres domaines qui peuvent servir. Puis c'est pas vrai que peut-être que tu recommences à 0. Peut-être que tu recommences à 5 à cause de ce que tu as appris dans l'autre domaine. Peut-être dans l'autre domaine, tu étais rendu à 10, mais là, tu recommences quand même pas à 0. Puis peut-être aussi que ton 5 à 15 va aller plus vite que ton 10 à 15. Parce que tu as du transversal, parce que tu aimes mieux ce que tu fais maintenant, parce que tu es plus sur ton X. Puis ça, je trouve que les gens l'oublient souvent. Mais je pense qu'il y a tout un art dans savoir comment utiliser tes expériences passées pour résoudre des problèmes actuels. Absolument. Je pense qu'il y a une facilité dans tourner la switch à off, dans le sens que quand on a un bagage de connaissances, puis là, on change un peu de milieu ou on change de trajectoire, il y en a beaucoup qui vont mettre cette switch-là à off, soit parce que finalement, ils ont passé trop de temps à leur goût, à tourner en rond dans un certain milieu, ils se sont brûlés. Puis là, ils oublient, en quelque sorte, ils oublient les connaissances, les expériences qu'ils ont vécues, alors que c'est une chance incroyable de pouvoir avoir un bagage varié. Tellement. Puis quand on gère des problématiques en investissement immobilier, en gestion immobilière, il y a tellement de domaines, il y a tellement de choses à prendre en considération dans les relations humaines, dans les relations avec des locataires, des clients, des propriétaires d'immeubles. On peut se servir de tout notre bagage de connaissances qui est très varié, mais très complémentaire et cohérent pour gérer certaines situations. C'est ce qui amène ton unicité, tu sais, d'être unique. Tu as parlé tantôt de marketing dans ton MBA. Tu sais, dans le premier cours de marketing à l'université, puis dans tous les cours de marketing au monde, on parle d'un USP, d'un Unique Selling Proposition. Qu'est-ce qui te différencie? Qu'est-ce qui te distingue? Puis moi, j'ai toujours bâti mes entreprises de manière un peu rebelle, à vouloir être différent, à avoir ma propre couleur. Puis aller dans ton océan bleu. Exact, mon océan bleu. Puis je prends l'exemple de moi-même. J'ai pas étudié en immobilier. C'était pas ça mon domaine d'études universitaire. J'étais dans un domaine complètement différent. J'étais dans la biomécanique, dans le médical, dans la performance humaine, mais c'est drôle parce que des fois, j'ai des discussions avec des gens sont comme « Ah, t'as pas étudié... Ils sont surpris. « Ah, t'as pas fait un bac en finance ou une maîtrise en ci puis en ça. » Puis automatiquement, sans trop me connaître, tu sens déjà le jugement de « Ah, OK. Non, mais moi, je suis meilleur, puis je suis... capable de performer comme je performe, qui est quand même de manière assez unique, à cause de ça. À cause de ce bagage-là. En dehors de la traque, dans le sens exact. Que tu n'as pas été... indoctriné. C'est ça, formaté. C'est ça. Puis je suis bien placée pour le savoir. Là. J'ai plusieurs diplômes universitaires. Puis parce qu'étudier l'architecture pour faire de la gestion immobilière puis de l'investissement immobilier, c'est
pas le path le plus commun, mettons. Non, mais ça va être utile. Ça va être utile. On a des grands Ben, ça doit être projets. utile à tous les jours, c'est sûr. Oui. Puis, tu sais, le parcours universitaire, c'est pas toujours concret. Hein? Non, En fait, c'est très rarement concret. exact. Ben, je pense à Jérôme qui est tu sais, Oui. plombier. Oui, absolument. Les compétences qui se développent comme plombier, tu sais, ça doit être extraordinaire. C'est pour, du hands-on. Ben oui. À l'université, c'est... Je veux pas être méchante, mais des fois, c'est du pelletage de nuages. Oh oui, là. souvent. Puis il manque... tu sais, puis il y a une raison pourquoi c'est comme ça, puis c'est correct. Puis moi, ça m'a apporté beaucoup. Ouais. Mais il y a le côté pratique qui... on le développe uniquement quand on arrive sur le marché du travail Ouais. ou quand on fait nos projets. Ouais. Puis ça, un peu comme tu le dis, là, toi, c'est comme ça que tu l'as appris. Ouais. C'est comme ça que tu l'as développé. Puis je crois, humblement, que c'est la meilleure façon de le développer. Ouais. Je sais pas si j'avais à recommencer demain matin mon parcours. Je sais pas si je prendrais le même parcours. Intéressant. Je sais pas. Intéressant. Ouais. Puis on met beaucoup de poids sur l'université, là, puis je dis pas aux gens de ne pas y aller, mais au contraire, mais il y a tellement de choses aussi qu'on peut apprendre en dehors de l'université. Tu sais, je prends l'exemple du Collège MREX. T'as bien beau faire un MBA en immobilier à l'université, sorry, tu n'apprendras pas le 10e de ce qu'on apprend, Non, ce non, que non. nous, on enseigne. Exactement. Ça ne veut pas dire non plus que ça ne valorise pas non plus l'éducation universitaire, mais tout ça pour dire, tu sais, quand tu es entrepreneur, tu as besoin de te débrouiller un peu. Surtout quand tu pars, il n'y a pas grand-chose. T'as besoin de te Moi, j'ai appris débrouiller, à tu faire dis. du marketing, Tu fais tout. aller dans des conférences, à lire des livres, à écouter d'autres experts de marketing, à tenter de modéliser sur ce que je trouvais de bien de d'autres personnes, mais ce Mais quand tu côté pars en- d'apprentissage-là, il est essentiel. C'est ça. Puis quand tu te pars en affaires, tu es la réceptionniste, tu es le concierge. Exact. t'es, Il y a pas de celle sous-métier, qui là. fait la tenue de livre, le marketing. Ouais, tu fais le café, tu fais vas tout. chercher le café. Tu fais Ouais, tu fais tout, c'est clair. Hey, salut, je vous dérange 2 secondes durant cet épisode. D'ailleurs, merci beaucoup de nous écouter. On le fait pour vous. Et c'est très, très rare que je vous demande quelque chose, mais voici le temps arrivé. Je vous demande une petite chose, c'est de vous abonner sur votre plateforme préférée de podcasting pour être sûr de toujours recevoir les nouveaux épisodes. Ça fait plus de 8 ans qu'on produit ça pour vous. Ça coûte de l'argent, du temps, de l'énergie, de la coordination. Et on le fait parce qu'on veut être sûr que même si vous n'avez pas d'argent présentement pour investir dans votre formation ou que le timing n'est pas bon ou vous n'êtes pas encore rendu là, bien, vous êtes capable quand même de vous inspirer, de vous éduquer puis d'avoir des modèles. Donc, pour nous encourager à le faire, on vous demande juste une petite chose. Ça prend 3 secondes. Assurez-vous d'être abonné sur votre plateforme préférée pour être sûr qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode, vous le recevez. Merci et bonne continuité dans l'épisode. Puis, je reviens sur la première retraite de la Meurthe. Oui. Je pense qu'on t'a shaké dans la Meurthe. Ça se peut-tu, la première retraite? En fait, T'es là, sorti... ouais. Moi, puis il y en a plusieurs qui vont Tu l'as s'en rentabilisé rappeler, ta là. retraite, toi. Moi, j'ai dit, hey, j'ai pas de passion. Je me promenais en disant ça dans le mec. Mais en fait, je pense que. Puis j'ai mis le. Puis moi qui te challengeais Oui, de l'autre c'est bord. Hey, c'est quoi ça? Mais j'ai mis le doigt sur mon sentiment à ce moment-là. OK. Parce que c'était dans le moment où on définissait mission, vision, valeur, le why. Je pense que je me sentais comme ça parce que je m'étais, à ce moment-là, fixé des objectifs qui n'étaient pas nécessairement les bons objectifs que je devais me fixer. OK. Puis je me disais, hey, dans 5-10 ans, je vais avoir atteint ces objectifs-là. De l'autre côté du 5-10 ans, qu'est-ce que je fais? Je suis qui? Je vais avoir atteint mes objectifs, et on dirait que je voyais que c'était une fin en soi. Ouais. Après ces objectifs-là, j'avais de la misère à voir l'autre bord. Et là, je me disais, ben j'ai-tu une passion que je vais pouvoir développer après ça? Est-ce que l'autre côté de ces objectifs-là, je vais pouvoir m'y plaire quand même? Puis là, j'ai fait peut-être une introspection davantage en me disant, je pense que les objectifs que j'ai déterminés, c'est pas les bons. C'est pas les bons. C'est pas des objectifs qui sont quantifiables de la façon que je devrais les quantifier. Intéressant. Ouais. Puis là, tu commencé Oui, à les retravailler? oui, Ouais. absolument. Puis je pense que le fait de ramener un peu l'architecture au sein de la vision fait beaucoup de sens. Ah ouais? OK. Dans quel Ouais. sens? Dans le sens de revaloriser
des actifs revalorisés des sites. OK. Puis je pense que je vais me plaire dans des gros projets. De venir réintégrer ça plus dans ta vision, Oui, essentiellement. exactement. De redonner une valeur... Versus faire de l'immobilier pour faire de l'immobilier. Oui, puis oui, exactement. des objectifs financiers, des objectifs de Exactement. succès. Ouais. Puis je pense que, en fait, j'en suis certaine, là, un des créneaux dans lequel on ne veut pas aller, c'est de l'immobilier à la chaîne, l'immobilier en série. Là. Ouais. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, c'est pas quelque chose qui intéresse non plus mon conjoint. On veut aller dans des projets de revalorisation qui vont vraiment faire en sorte que ça va revaloriser l'actif, oui, au point de vue financier, mais que ça va redonner une deuxième vie pour les gens qui y habitent ou qui vont y habiter, puis que ça va apporter une valeur au quartier aussi. Ouais. Fait que là, avec ces objectifs-là, cette vision-là, je viens un peu faire un wrap-up avec mes expériences passées. Ouais. Puis, pour moi, ça fait plus de sens. Ah, puis là, je me dis, avec ce type d'objectif-là, dans 5-10 ans, j'aurais pas fini. Ouais. Je veux continuer. T'auras jamais fini. Je veux continuer plus loin que ça. C'est comme quelqu'un qui aime peindre. En fait, t'auras jamais fini de peindre. Exactement. Ah, wow! Ouais. Ouais, wow. C'est beau travail. Oui, c'est une belle introspection, j'aime ça. Oui, vraiment. Ouais. Vraiment. Je te voyais à quel point que à la deuxième journée... Je tournais en rond, mais je me donne donne au jeu. Là, j'étais comme, oh, Marianne, ah ouais, comment? C'est bon, je me donne ça. au jeu. J'aime ça. C'est une belle introspection. Ouais. Puis je le vois, ouais. C'est vraiment... wow. J'adore ça. Ça me fait penser... Moi, ça me rejoint parce que, tu sais, il y a une partie de... J'ai pas fait mes études en architecture, là, mais je suis probablement un architecte manqué, là, quelque part dans une autre vie, là, tu sais. Faut être un peu fucké pour c'est ça. Ouais, ben ça, je t'en Mais ça fait en sorte que devenir designer, devenir... Tu sais, le côté patrimoine, moi, j'ai fait des... Tu sais, souvent, on associe peut-être à ce que tu viens de dire, à dire, d'être peut-être un investisseur patrimonial, mais... Pas nécessairement. Pas nécessairement, puis pas nécessairement, mais oui aussi. Sais-tu pourquoi? Puis moi, je définis pas le patrimoine. Je me suis obstiné avec des gens ici qui font partie d'un regroupement de gens qui sont très pro-patrimoine, ça. Puis ils sont souvent, les gens qui parlent de patrimoine vont parler du passé. Ouais. Ils vont parler des immeubles qu'il faut protéger, l'héritage patrimonial, architectural de ces immeubles-là. Puis je suis le premier, tu sais... il faut protéger. Ben oui. Puis j'en ai fait des projets à Sherbrooke, puis j'en fais encore des projets absolument extraordinaires côté patrimonial. Il y a des bâtiments qu'on a protégés, nous, à très lourd coût financier, mais qui valaient la peine de le faire, puis qui valent la peine de le faire, puis je suis heureux de le faire. Puis ça me parle, un peu comme dans toi, tu disais tantôt. Mais ce que je leur disais aussi, je pense que tu vas te rejoindre là, c'est que pour moi, le patrimoine, c'est pas juste ces vieux immeubles-là qu'on vient restaurer ou qu'on vient garder, protéger, mais c'est aussi tous les projets qu'on fait présentement. Tu sais, j'en ai beaucoup de projets de construction neuve qui vont partir dans les prochaines années. Oui. Je mets beaucoup d'emphase, puis je suis très dur avec mes architectes sur le fait que moi, je veux que nos projets soient des immeubles patrimoniaux de dans 50 puis dans 100 ans. Wow! Puis que être un investisseur patrimonial, puis de penser au patrimoine, c'est pas d'être tout le temps dans le passé, c'est aussi d'être dans le futur. C'est de dire, OK, attends, là, le design qu'on est en train de faire de ce bâtiment-là... La qualité de construction La qualité de construction, les matériaux qu'on choisit. Est-ce qu'on est dans une mode passagère, puis que ça va jurer dans 100 ans, ou est-ce que ça va perdurer? Est-ce que ça va être classique? Est-ce que dans 100 ans, les gens vont dire « Hey, oui, ça, c'est un bâtiment-là que Nicolas Herré puis Fierbrook ont construit, là. » C'est important qu'on lui donne une autre vie maintenant et qu'on le protège parce que c'est rendu un immeuble patrimonial. Parce que les gens s'y identifient aussi. Exact, mais je trouve que ça n'existe pas. J'entends très peu de gens en parler. Puis on met beaucoup, beaucoup trop d'emphase, des fois, sur essayer de protéger des bâtiments vétustes, des vieux bâtiments, sous le prétexte de la culture et du patrimoine. Puis on met très peu d'emphase sur qu'est-ce qu'on est en train de construire aujourd'hui. Puis tu disais tantôt, la construction en chaîne, là, tu sais, on a un problème d'abordabilité de logement. On s'en va, là, ça devient de plus en plus la mode. Là, on le voit, là, le préfabriqué. On va être honnête, dans quelques années, là, on se bâtit une dette sociale incroyable avec la qualité de... Puis
je veux pas généraliser, mais il y a beaucoup de manque de qualité dans les bâtiments neufs qui sont construits à la chaîne. La dette sociale qu'on se bâtit, elle est énorme. Et la dette culturelle, patrimoniale. Oui. Tu sais, la SHL a sorti récemment là, un nouveau cahier de charge de plan, là, tu sais, préfète, là, mais tu dis, OK, je comprends. La qualité des espaces n'est plus là. Mais ça va être quoi, ça, dans 100 ans, ces immeubles-là? Ils vont être achetés à terre, ils vont être scrap, ça va être rien. Puis on l'a déjà vu, parce qu'il y a déjà eu des booms, tu sais, après la Deuxième Guerre mondiale, quand la SHL a été créée. Il y a plein de maisons qui ont été construites, puis c'est correct, on a besoin de volume. Ouais. Mais aujourd'hui, on voit comment ils vieillissent, ces maisons. Ils sont dégueulasses, aussi, on va les jeter à terre. Puis c'est les quartiers de maisons en chaîne de quartiers qui font mal. dur, qui font pitié. Ouais. Fait que c'est là qu'il faut aussi faire attention, faire la juste part des choses. Puis c'est un grand parenthèse par rapport à un peu ton why qui se dessine davantage, mais je trouvais ça intéressant. Mais quand on parle de patrimoine aussi, moi, je pense que le patrimoine, il faut l'approcher comme étant un patrimoine vivant. Exact. Et non un patrimoine musée. Exactement. Il y en a qui veulent protéger le patrimoine à tout prix, puis que ça devienne quasiment des immeubles musées, alors que ces immeubles-là pourraient être vivants, pourraient être utilisés par des gens, pourraient être appropriés par des gens, puis que les gens... Puis adapté à où est-ce qu'on s'en va. Exactement. Ils viennent créer un milieu de vie dans ce milieu-là au lieu de le traiter comme un musée davantage. Ah oui, c'est clair. C'est comme si, tu sais, à un moment donné, je comprends, quand les voitures sont arrivées, ça a changé le mode de transport drastiquement. Ouais. Mais des fois, j'ai l'impression qu'il y en a qui veulent qu'on reste à cheval. Puis je comprends. Il y a des moments dans la vie que tu peux aller faire du cheval, puis il y a des endroits pour le faire. C'est dans l'équilibre. Mais de promener ça à 10 en cheval, pas sûr. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Là. C'est un peu la même chose. Il y a des immeubles qu'il faut protéger. Oui, j'en protège moi-même. On part un autre projet bientôt, justement, patrimonial. C'est à Rue-Barle, même rue où on a déjà fait un autre immeuble patrimonial. Puis il y a des immeubles qui valent la peine d'être protégés, qui méritent d'être protégés, qui ont un apport de société, un apport à la ville, à la culture. Mais il y en a plein d'autres que non. Parce que nous, on le vit en ce moment à Sherbrooke, il y a beaucoup de lourdeur qui a été créée parce que là, on essaie de protéger quasiment tout ce qui a été construit avant 1940, même si c'est scrap et que ça n'a pas de valeur. Mais de l'autre côté, on ne met pas beaucoup d'emphase sur ce qu'on est en train de bâtir de nouveau. Les enfants qui lèvent, tu dis, ouais. Puis il n'y a pas non plus de ça va liberté. être là dans 10 ans, tu sais. C'est ça, il n'y a pas de liberté de création nécessairement dans le patrimoine, alors qu'on le voit dans certains projets qui sont magnifiques. Ah oui. Je pense, par exemple, au Manoir des Augustines à Québec. Je ne sais pas si tu es déjà allé. En Haute-Ville, là? Oui, autant qu'il y a un patrimoine magnifique qui est protégé, puis il y a un beau mariage entre le nouveau et l'ancien. Absolument. Des projets comme ça, moi, ça m'allume. Oui, ça m'allume beaucoup. Vraiment. On le voit en Europe beaucoup aussi. Oui. Vraiment, des beaux projets où on marie l'ancien avec le nouveau, puis que ça ne jure pas. Au contraire, c'est ça qui donne... Ça redonne une vraie deuxième vie, exact, aux immeubles. Exact. Ça rend l'immeuble attractif, attrayant pour que les gens viennent se l'approprier, viennent vivre des expériences à travers ces bâtiments-là. Non? Absolument. On avait une discussion à la retraite, justement. Tu es une passionnée d'immobilier, je pense, puis d'entrepreneuriat, ton chum aussi. Oui. La réalité, c'est que souvent, quand on est en affaires ou en immobilier, on tripe sur ce qu'on fait. C'est tough d'être là-dedans si tu ne tripes pas. Là, t'sais. Mais c'est pas tout le monde autour de nous qui tripe là-dessus autant. Exactement. C'est un défi. Oui. Comment tu réfléchis à ce défi-là? Puis dans un but de partage avec peut-être des gens qui nous écoutent en ce moment, parce que souvent, on se sent seul en immobilier et en affaires. Là, vous autres, vous êtes en couple. Fait que peut-être vous êtes un peu moins... Oui. Vous sentez un peu moins seul, mais... Mais on le vit quand même. Oui, vous le vivez quand même? Oui. On le vit quand même. Puis je pense que, en fait, on a des familles incroyables. Ouais. On vient de milieux vraiment très équilibrés. Autant moi que Jérôme, on n'a jamais manqué de rien. Des parents incroyables qui ont toujours été là puis qui sont encore là aujourd'hui. Ouais. Moi, j'ai un frère aussi qui s'intéresse beaucoup à ce qu'on fait. Mais ce que je découvre, c'est qu'il faut que j'essaie de ne pas monopoliser. Les moments familiaux. Les moments familiaux. OK. C'est bon, ça. J'ai un peu de la misère parce que je suis vraiment passionnée dans ce que je fais. Ouais. Puis la passion, ça n'en ira pas du jour au lendemain. Là. Dans 40 ans, je vais en parler encore. Fait que je veux pas non plus
écœurer les gens autour Ouais, de moi. Je veux qu'il y ait encore envie d'écouter ce que je dis. Fait que j'essaie de doser un peu. Est-ce que tu le vois d'abord plus comme un défi relié à la passion? Tu sais, la passion amène le déséquilibre. Oui, absolument. Oui, mais je pense qu'il y a un travail à faire. OK. Parce qu'on peut être extrêmement passionné par quelque chose, mais quand même avoir une vie qui est équilibrée. Ouais. Puis je pense que c'est important de le conserver aussi. Parce que la passion, comme toute chose dans la vie, ça peut s'essouffler si c'est mal équilibré, si c'est trop disproportionné par rapport aux autres éléments de ta vie courante. Fait que je pense que nous, on est un peu dans ce défi-là actuellement. D'essayer de rééquilibrer. On a tellement envie d'aller plus vite, d'aller plus loin, sans brimer cet équilibre-là. Mais je pense qu'on le fait bien jusqu'à maintenant, mais c'est un défi. Ouais. Moi, je pense pas que l'équilibre existe. pas pour les gens qui sont hyper performants. Ouais. Je pense que les gens hyper performants sont à quelque part assujettis à être déséquilibrés. Pas mal à jamais. Puis, puis j'ai pas la vérité infuse, là, on s'entend, c'est une opinion. Là. Mais moi, j'ai grandi dans une famille en partie asiatique. Mon père était moitié indien de l'Inde. Puis les philosophies asiatiques sont très différentes des philosophies occidentales. Puis, entre autres, dans plusieurs des philosophies asiatiques, il n'y a pas le concept de l'équilibre. C'est le concept de l'harmonie. Puis, Effectivement. C'est une nuance. Il y en a qui vont dire l'harmonie et l'équilibre, c'est la même affaire. Non, c'est pas la même affaire. L'équilibre a tendance à être plus statique. C'est vrai. Versus l'harmonie a tendance à être plus fluide. Donc, tu peux être en grand déséquilibre par moment d'un côté, puis tu peux, tomber en déséquilibre de l'autre manière de l'autre côté, mais tu es quand même en harmonie. Versus l'équilibre, c'est comme d'essayer de plus... comment je le vois, c'est que, puis comme je le dis à mes enfants, à ma famille, écoute, ça se peut que des fois qu'il y a un mois que vous ne vous voyez pas, que je suis pas là pantoute. Il n'y a pas de 9 à 5, il n'y a pas de... Je suis juste pas là. Mais on va faire 4 voyages de 2 semaines ou 3 semaines dans les endroits partout dans le monde, puis qu'on va vraiment décrocher. Ou l'été, je vais prendre ça vraiment mollo. Il y en a qui vont dire « Ah, mais c'est une forme d'équilibre », mais c'est plus une forme d'harmonie, parce que l'équilibre a tendance à être plus dire ben là, je travaille plus les soirs, je travaille plus les fins de semaine, je travaille de 9 à 4. Ça, c'est... Là, j'ai une vie équilibrée, je vais au gym, je vois mes amis le mardi. Ça brise un peu la créativité aussi. Oui, ça brise la créativité parce que, puis je pense pour les gens créatifs, surtout les entrepreneurs, il y a un aspect de « c'est là ». Oui. C'est là. On est dans un moment super productif. Ouais, puis c'est là. Ça m'arrive, moi, des fois, à 9h30 le vendredi soir, que c'est là. Il y a de quoi qui m'est tombé dans la tête. Là. Puis là, c'est comme, écoute, désolé, là, mais moi, je suis parti. Puis je suis parti jusqu'à minuit et demi, 1h du matin, à travailler sur de quoi dans mon garage ou dans mon bureau, dans ma tête. Ça, la créativité arrive après 9h30. Ouais, c'est ça. Ça arrive jamais ça arrive pas au bon moment. On rentre comme dans un... En fait, moi, je le vis, là. Mon chum, il est plus matinal. Ouais. Mais après 9h30, il y a comme quelque chose qui se passe, pas toujours. Ouais. Mais t'entres comme dans une passe où tu pourrais toffer ça jusqu'à 4h du matin. Ouais. Puis là, t'es super efficace, t'es super créatif. Le problème, c'est que là, t'es scrap pendant 3 jours. C'est là. ça. Après. Ça. Effectivement. Hey, c'est vraiment une belle discussion. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça me fait plaisir. D'ailleurs, si les gens veulent te connaître davantage, te rencontrer aussi, on les invite à s'inscrire au CGL, au certificat en gestion locative. Absolument. Tu es chef de parcours, donc ton travail, c'est de venir accompagner les investisseurs étudiants dans ce programme-là qui veulent apprendre à mieux gérer leurs affaires. Oui. Puis, je pense que c'est un must pour tous les gens qui ont des immeubles, qui s'en occupent ou non. Ouais. Parce que même si on délègue la gestion immobilière, il faut savoir bien délégué. Comment gérer un immeuble, comment le gestionnaire qu'on a choisi devrait gérer notre immeuble, devrait gérer notre portefeuille, c'est notre investissement immobilier. Puis si on les gère nous-mêmes, c'est un must de connaître vraiment les meilleures pratiques en termes de gestion immobilière. Ça s'enseigne
à presque aucun endroit au Québec, la gestion immobilière. De manière très sèche dans certains... Puis de manière très concrète, Ouais. comme le certificat en gestion immobilière locative, j'en connais pas. J'en connais pas d'autres endroits qui l'enseignent avec des passionnés, avec des intervenants qui sont qualifiés, hautement qualifiés, qui sont pertinents. Moi, je conseille à tout le monde, évidemment, de venir l'essayer, de venir faire le certificat en gestion locative. C'est la 2e cohorte. Puis, ça a été aussi grandement amélioré. Donc, il y a plein de belles choses qui nous attendent cette année. Nice. Bien, merci d'avoir été là. Avec plaisir. On se revoit bientôt. À bientôt, Nick. Bye. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de Retour sur l'investissement. Et si ce n'est pas déjà fait, allez sur le site de MREX. Allez apprendre sur le certificat en gestion locative, le CGL, si vous détenez des immeubles, que vous les gérez vous-même ou que vous les donnez en gestion à quelqu'un d'autre. Définitivement, cette formation-là peut complètement changer votre parcours d'investisseur. Également, on vous réserve un petit cadeau. Toutes les personnes qui écoutent ou visionnent RSI, allez sur mrex.co/podcast. Et j'espère vous revoir bientôt dans un prochain épisode. Ça m'a fait grandement plaisir de vous animer aujourd'hui et de partager justement ces connaissances-là d'investisseurs très généreux qui viennent sur notre plateau. Merci.